Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour aux auditeurs, bonjour à toute l'équipe de la rédaction. Qui est Nessim Ramdam, footballeur amateur et victime collatérale du trafic de drogue à Marseille, titré le HuffPost il y a 13 heures. Narcomicide, 42 morts liés au trafic de drogue sur les 6 premiers mois de l'année 2024. C'était dans Sud-Ouest. France Info, titré Trafic de drogue, des enfants tueurs au service des gangs. Sur actua.fr, on peut lire Roubaix, un vaste trafic de drogue sur Telegram et Snapchat, démantelé avec d'impressionnantes saisies. Fait divers, condamné pour un trafic de drogue en vieille ville du Puy. Tous ces titres, chers auditeurs, sont issus de la presse de cette dernière semaine. J'aurais aimé vous en faire une liste exhaustive. La réalité, c'est qu'ils sont désormais monnaie courante. Fusillades, d'intimidation, de règlement de comptes, quartiers isolés, développement de réseaux dans nos villages ruraux. Comment répondre aujourd'hui aux nombreux problèmes que soulève le trafic de drogue ? Jocelyn Dessigny a choisi de profiter de son mandat de député de l'Aisne pour tenter d'esquisser cette solution et c'est la raison pour laquelle nous le recevons ce matin. Bonjour Jocelyn Dessigny. Bonjour Liselotte. Alors peut-être pourriez-vous commencer par nous expliquer justement peut-être le constat que vous avez dressé et qui, on l'imagine, vous a poussé à réaliser qu'il allait être nécessaire de s'attaquer justement à ce problème du narcotrafic en France. Oui, alors tout à fait. Donc, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Il y a une vingtaine d'années, on avait déjà des phénomènes de problèmes de drogue assez importants. Moi, je me rappelle avoir été choqué à l'époque quand mes parents avaient choisi de ne pas me mettre dans l'école publique, dans le collège public, parce qu'il y avait des gens qui vendaient de la drogue à la sortie, déjà en sixième, il y a une vingtaine d'années, en région parisienne. J'ai quitté donc, à ma majorité, j'ai quitté la région parisienne pour aller dans l'Aisne. Et aujourd'hui, on retrouve des situations similaires à ce qu'on a pu connaître il y a 20 ans en région parisienne et en banlieue. C'est-à-dire quand vous avez des enfants de 12 ans qui rentrent à l'école et qui disent à leurs parents, Papa, en rentrant de l'école, devant la gare, il y a des gens qui vont proposer de la frappe. Déjà, il faut savoir ce que c'est que de la frappe. Donc, c'est de la drogue qui tape dur. Et quand on entend ça, ça choque. Et donc moi, quand on m'a remonté ces informations-là, j'ai creusé un peu. Effectivement, il y a toujours eu quelques petits vendeurs de drogue dans la cité de Villers-Cotterêts, mais sans vraiment avoir c'est un impact particulier. Mais là, et particulièrement depuis le Covid, il y a un développement vraiment très impressionnant des trafics de drogue en ruralité, où aujourd'hui on a des dealers qui s'affichent publiquement, qui tiennent des points de deal comme on tiendrait une boutique, vraiment, avec, enfin, vraiment sur la rue, quoi, et qui ne bougent pas, là on a vu le sommet international de la francophonie, ça n'a pas empêché aux dealers, malgré l'énorme dispositif de police de gendarmerie qui était mis en place, ça ne les a pas empêchés de continuer à travailler toute la journée. Et on a à Château-Thierry, sur ma circonscription, à moins d'une heure de Paris, on a donc un secteur sur lequel on a eu déjà 3 assassinats sur fond de trafic de drogue depuis 2 ans. Voilà, et il n'y a pas du tout de prise de conscience au niveau de la préfecture, au niveau des gendarmes et des policiers, oui, mais au niveau de la préfecture, il n'y a pas de prise de conscience de la gravité du problème. C'est en cela qu'il faut vraiment agir, réagir et agir rapidement. C'est l'une de vos collègues à l'Assemblée nationale, Pascal Borde, qui expliquait ce matin au micro de Maude Koffler que justement, il fallait utiliser les bons mots et qu'aujourd'hui, on était face à une réelle guerre et qu'il fallait mener la guerre au narcotrafic. Est-ce que, selon vous, Jocelyn Dessigny, on est effectivement dans cette configuration de conflit ouvert ? Mais complètement, on est tout à fait, et Pascal a complètement raison d'utiliser ces mots. Si on ne veut pas que la France devienne un narco-État, il va falloir vraiment prendre le problème à la source et en prendre conscience et mener une guerre contre les trafiquants de drogue. Et j'ai ma collègue également de Marseille qui a mis en place enfin, qui est en train de préparer une proposition de loi justement pour lutter contre les trafics de drogue. Euh, Jusque-là, je dirais que c'était des trafics qui touchaient les agglomérations, les grandes villes, mais depuis quelques années, on voit que le phénomène se déplace très fortement dans les campagnes. Et aujourd'hui, comme titrait une émission qui est passée il y a quelques temps sur les chaînes télévisuelles, la drogue est dans le pré et c'est vraiment inquiétant parce que ça touche vraiment tout type de population. Il n'y a pas un type de population particulier qui consomme de la drogue.
On est vraiment sur un phénomène dépasse enfin, qui entache toutes les classes socio-professionnelles. Oui, alors ça, c'est l'un des aspects que nous voulions traiter avec vous ce matin. Nous recevions il y a quelques mois une maire de village qui expliquait que justement son village était devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce trafic s'étend dans les campagnes? Est-ce que c'est parce que les villes sont saturées? Est-ce qu'ils ont l'impression de pouvoir opérer plus tranquillement? Essayez de nous expliquer si vous avez des réponses à cela, Jocelyn Dessiny. Alors, des réponses, j'ai des éléments à transmettre, effectivement. Il y a une attention peut-être moins virulente de la part des forces de l'ordre en ruralité sur ces sujets qu'on peut connaître en agglomération. Et il y a plus d'espace, c'est plus Ah, facile, entre guillemets, pour eux, de pouvoir agir avec un dispositif policier qui est peut-être moins dense que ce qu'on peut trouver en région parisienne, par exemple en banlieue et dans les agglomérations. Donc, ça, c'est une des réponses, mais la deuxième réponse, c'est qu'il y a de la clientèle. Sinon, ils ne viendraient pas. oui, alors vous, si vous souhaitez vous attaquer au problème justement du trafic de drogue, c'est aussi une question de santé publique? En fait, si on veut traiter le problème de trafic de drogue, la réponse ne peut pas être uniquement répressive ou uniquement judiciaire. Il y a 5 volets que j'ai identifiés et qui me semblent primordiaux pour pouvoir régler ce problème. Déjà, la prévention dans les écoles, auprès des jeunes. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins de prévention sur les dangers de la drogue qu'on pouvait en faire il y a quelques années. Ensuite, curatif, il faut soigner les personnes qui sont malades, qui sont droguées, avec des addictologues aussi. Aujourd'hui, on manque cruellement d'addictologues. L'addictologie n'est même pas reconnue comme une spécialité médicale. Il y a un volet répressif, effectivement, il faut donner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir agir, que ce soit au niveau légal ou que ce soit en termes d'effectifs policiers sur le territoire. Le volet judiciaire, évidemment, puisqu'il faut derrière qu'il y ait une réponse judiciaire. J'ai en tête le souvenir d'une famille qui a été agressée et dont la mère de famille a perdu, enfin pas l'intégralité de l'usage de son bras, mais elle ne retrouvera pas l'intégralité de l'usage de son bras après une agression par des dealers qui fumaient dans sa cage d'escalier. Et un seul a été identifié et reconnu coupable, et il a eu 8 mois avec sursis. Donc en fait, il est parti avec un bracelet. Donc à un moment, les juges aujourd'hui, ça peut pas être des bijoutiers. Ils sont pas là pour donner des bracelets. Ils sont là pour mettre les gens en prison. Et il faut Mm. qu'ils y aillent. Et le dernier volet, qui me semble aussi important, c'est le volet financier. Il faut aller chercher l'argent de la drogue là où il est. Dans les points de blanchiment, dans les petits commerces, dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. Des fois, on voit, il suffit qu'il y ait un petit commerce dans un centre-bourg, là où habituellement, boulangerie n'arrive pas à gagner de l'argent, n'importe quel commerce ouvre dans un centre-bourg et parfois derrière, c'est un point de blanchiment d'argent. Donc il faut aussi lutter contre Mm. ça. Alors, on est face à des gens qui sont très organisés, on pourrait même parler de gangs, qui sont la plupart du temps, si ce n'est systématiquement, lourdement armés. Quand vous dites que justement, il faut donner des moyens aux forces de l'ordre d'agir, est-ce que ça ne passe pas aussi par retrouver une certaine mentalité qui leur permette d'agir? Parce que demain, si on envoie des hommes, si on a suffisamment d'hommes de la police à qui on donne des armes justement à utiliser dans le cadre de leur fonction, et que demain ça dérape et que demain, justement, ils sont amenés à utiliser ces armes, est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il n'y a pas un risque que le tort soit porté justement sur ces policiers qui ont tenté d'intervenir pour résoudre ce problème? Vous avez raison et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que en ce qui concerne l'aspect répressif, c'est pas uniquement de dire qu'il faut envoyer des policiers ou des gendarmes dans les cités. Il faut leur donner les moyens euh, en termes d'effectifs. Il faut leur donner les moyens en termes de pouvoir législatif aussi, de replacer le curseur notamment le fait que c'est les gendarmes qui, a priori, ont raison et pas le contraire. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a une affaire avec un policier qui sort son arme, systématiquement, aujourd'hui, on dit que on met en cause d'abord le policier ou le gendarme. Donc, il faut déplacer le curseur. Il faut que la peur change de camp. Il faut que ce soit les délinquants et les dealers qui aient peur de la police et pas les policiers qui aient peur de faire leur travail. Donc, effectivement, il y a un aspect à ce niveau-là qui est important. Vous parliez de drogue, d'armes. Je vais parler aussi de prostitution parce qu'en fait, les Mm. trois
vont ensemble. Et on voit aujourd'hui sur les points de deal, même dans, dans la ruralité, tout va ensemble. Il y a de la prostitution dans les caves des HLM et il y a des gens qui se filment, qui font des clips audio, enfin des clips vidéo dans lesquels, sur fond de musique de rap, où ils sont lourdement armés, en train de manipuler des liasses de billets et de préparer des sachets de cocaïne. Et ça tourne sur les réseaux TikTok, Instagram, etc. Et aujourd'hui, quand on en parle aux forces de l'ordre, ils ne sont pas suffisamment équipés pour pouvoir faire face à ça et ils ne sont pas forcément toujours au courant non plus, parce ils manquent de moyens humains aussi. Mm. Il faut derrière, effectivement, jouer sur les réseaux. On sait que les trafics aujourd'hui se passent beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur les groupes de messagerie sur les téléphones. Donc, il faut aussi s'adapter. Est-ce que vous pensez que la culture joue un rôle justement dans cette image de la drogue aujourd'hui quand on discute avec des jeunes, même si eux-mêmes n'en consomment pas, si eux-mêmes n'en vendent pas, il y a cette image justement de gangster un peu dur, un peu sympa finalement, justement ces images qui circulent, où on se dit waouh la vie de rêve, ils font pas grand-chose, ils gagnent énormément d'argent, ils ont des femmes. Est-ce qu'il faut aussi agir sur ce volet-là, sur la perception qu'ont nos jeunes de la drogue, même à travers les séries télévisées, les chansons, le rap qu'on écoute? Il y a énormément de textes de rap qui font justement l'éloge de ce trafic aujourd'hui. Absolument, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai dit que dans le premier volet sur lequel il fallait s'attaquer à la drogue, c'est la prévention auprès des jeunes. Quand vous avez des jeunes aujourd'hui de 12 14 ans qui vous disent, moi plus tard, je veux être dealer parce que c'est la classe, parce que Mmh. on a des grosses bagnoles, parce que on a beaucoup d'argent, il y a un problème. Ouais. L'avenir d'un enfant, ça peut pas, le souhait d'avenir d'un enfant de 12 à 14 ans, ça peut pas être je veux être dealer. Enfin, dans quel monde on vit pour que ça soit devenu un exemple? Ouais. Vous avez aussi, et ils jouent beaucoup là-dessus, les trafiquants de drogue jouent beaucoup là-dessus. Il y a des secteurs du côté de Beaucaire où vous avez des secteurs de ville entiers qui sont bloqués par les dealers, fermés à la police, et dans lesquels ils organisent des concerts, des fêtes foraines ou ce genre de choses. Ils prennent en fait le pas sur un État qui est faible aujourd'hui. Ils ont en face d'eux une réponse qui est beaucoup trop molle. Il y a pas de conflit pour eux aujourd'hui. Ils avancent comme ils veulent. Quand on leur dit, bah, tu peux pas rester là, mais je fais ce que je veux, je suis sur la voie publique, j'ai le droit de rester ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et en réalité, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a pas la réponse non plus législative pour empêcher ces gens de rester sur un point de deal comme ça toute la journée. On sait qu'ils sont là pour vendre de la drogue, on sait qu'ils en vendent. Un point de deal en province comme à Villers-Cotterêts, c'est 8 000 € par jour de bénéfices, Ouais. enfin de chiffre d'affaires. Est-ce que vous connaissez beaucoup de PME aujourd'hui qui font 8 000 € de chiffre d'affaires en restant assis sur un banc toute la journée à regarder son téléphone? Moi, j'en connais pas. Ouais. On comprend bien le problème. On a plusieurs fois mentionné ce problème des enfants, justement, ces gangs, ces réseaux qui recrutent de plus en plus d'enfants pour effectuer les basses besognes. On imagine que c'est parce qu'on soupçonne moins un enfant et puis peut-être aussi parce qu'on aurait plus de mal à sanctionner, notamment si ça doit être musclé. Aujourd'hui, c'est des enfants qui peuvent être armés. On l'a vu dans ce dernier drame, justement, qui impliquait deux adolescents. L'un est mort. Aujourd'hui, Jocelyn Dessiny, quand vous dites justement qu'il faut apporter cette réponse musclée, si demain nos forces de l'ordre font face à des enfants, que se passe-t-il? Il faudra faire face aussi, peu importe la personne qu'on a en face de soi. Quand on a des trafiquants de drogue, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un vieillard, à partir du moment où il y a une réponse, où il y a en face de nous quelqu'un qui est dans une situation délictuelle, il faut donner aux forces de l'ordre les moyens d'agir. Après, Mm. évidemment, on peut faire confiance à la police et à la gendarmerie. C'est pas des brutes. Quand ils vont avoir un enfant de 14 ans en face d'eux, ils vont réagir différemment que quand ils vont avoir un homme de 25 35 ans qui va leur rentrer dedans. Donc, et puis même en termes de maîtrise, voilà, ils ont les moyens de maîtriser le public selon la situation. Mais vous avez tout à fait raison de parler des enfants. J'ai souvenir, moi, parce que j'ai installé ma permanence parlementaire dans un trafic de drogue, justement pour mettre un peu de pression, un peu plus de pression sur le préfet. Et Bravo. j'ai souvenir d'une jeune fille noire d'une
pas plus de 12 ans, qui était assis sur le muret à côté, là où les guetteurs se mettent habituellement. Donc, de prime abord, j'ai pas imaginé qu'elle était là dans le cadre du trafic de drogue. Et je suis parti, et fin de journée, je l'ai revue. Et je suis allé la voir et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, c'était une gamine qui vient de région parisienne, qui a été placée là le matin en train, et a été amenée en train et placée là par les dealers. Ils lui ont dit, tu restes là et tu guettes toute la journée. Elle est restée assise sur le mur toute la journée, assise à attendre. Elle avait 12 ans. Elle Ouais. avait 12 ans. Qu'est-ce que cette gamine fait à 12 ans sur un point de deal? Et on sentait qu'elle n'y était pas de gaieté de cœur. Elle avait été mise là, on lui avait imposé ça. Et c'est quoi son avenir, cette fille-là? Dans 2 ans, ils vont commencer à lui donner de la drogue. Et dans 4 ans, elle va finir dans une cave. Mm. C'est là aussi que l'État doit répondre. On doit protéger nos enfants. Et quand je vois une jeune fille comme ça, quelles sont ses perspectives d'avenir? L'État doit être en mesure de proposer autre chose aussi à ces jeunes qui sont sur les points de deal. Leur proposer un autre avenir, une confiance en l'avenir qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Aujourd'hui, quand vous entendez des gamins qui vous disent, moi, mon rêve dans la vie, c'est de devenir dealer de drogue, c'est qu'il y a une défaillance de l'État quelque part. C'est qu'aujourd'hui, ça devient plus rentable, plus intéressant financièrement d'aller vendre de la drogue que d'aller vendre des vêtements dans un magasin ou que d'aller travailler dans les vignes. Mm. Les nouveaux réseaux de communication de ces dealers, ce sont les réseaux sociaux. Je le disais en introduction, on a par exemple des trafics de drogue qui sont démantelés grâce à Snapchat ou Telegram. Alors à notre antenne, on s'est beaucoup offusqué justement de l'arrestation de Pavel Durov, le directeur de Telegram, qui a été arrêté justement parce qu'on prétextait qu'il fallait développer le contrôle sur ces plateformes. On y a vu une grave atteinte à la liberté. Néanmoins, effectivement, comment agir? Comment trouver le juste milieu entre l'hyper-contrôle de tous ces réseaux de communication, hyper-contrôle qui forcément affectera les personnes comme vous et moi, qui a priori n'avons rien à nous reprocher, tout en gardant la main justement sur ces trafics. Il faut que les forces de l'ordre aient les moyens de pouvoir agir sur ces réseaux. C'est primordial si on veut s'attaquer foncièrement au problème de drogue. Après, il faut, encore une fois, c'est une question de curseur. À quel niveau on met le curseur? Est-ce qu'on dit qu'il faut contrôler tous les Français, toute l'intégralité de toutes les plateformes? On n'y arrivera jamais. Il nous faudrait un nombre d'hommes d'une quantité immense. Par contre, sur les points de deal, sur des personnes, les gendarmes connaissent les dealers. Ils le savent, ils connaissent leurs noms, ils les arrêtent, ils les placent en garde à vue régulièrement. Donc, on connaît les noms de ces personnes. Et là, effectivement, il faut que les policiers aient la possibilité, sans avoir une paperasse de dingue pendant des semaines à mettre en place pour pouvoir faire leur travail, il faut qu'ils aient la possibilité instantanément, ou très rapidement, en tous les cas, de pouvoir aller sur leur réseau, de pouvoir contrôler les réseaux et d'avoir un accès. Un accès qui se limiterait effectivement sur des personnes qui ont des choses à se reprocher. La question n'est pas évidemment de contrôler l'intégralité du pays et de jouer les Big Brothers. Mais il faut donner les moyens aux forces de l'ordre, si on veut résoudre les problèmes de drogue, d'avoir plus de liberté d'action. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les trafiquants de drogue s'adaptent toujours à la situation. Et on a régulièrement le cas où, en fait, euh, on arrive à trouver un dispositif qui répond à une problématique à un instant T, mais eux, ils ont déjà un ou deux coups d'avance et ils sont déjà sur un autre dispositif pour lequel il n'y a pas de mesure législative en face. Donc, si on veut résoudre le problème, il faut plus de flexibilité d'action, plus de liberté d'action pour les forces de l'ordre. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de la légalisation de la drogue, justement, de Jocelyn Dessigny? Parce que certaines personnes expliquent que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, ça pourrait être une solution, dans le sens où, vous le disiez, il y a parfois des commerces qui ouvrent, alors sous devanture plutôt classique, mais c'est presque comme si on avait des boutiques sur rue. Si demain c'était quelque chose de légal, qu'on pouvait le contrôler, qu'on pouvait même imposer les revenus que générait ce commerce, est-ce que ce serait pas une solution? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces gens, en tout cas, qui le proposent? Ben, c'est une fausse bonne idée, tout simplement. Effectivement, ça peut avoir un intérêt. Moi, je me souviens d'une discussion avec le préfet de l'Aisne sur ce sujet, où je l'interpellais parce que je l'interpelle régulièrement sur les problèmes de trafic de drogue, et où il m'a répondu, bah, vu l'argent que ça génère, j'aimerais bien pouvoir y mettre une fiscalité. C'est pas la bonne réponse. Tout simplement pourquoi? C'est pas les vendeurs de cannabis ne vendent pas que du cannabis. Un trafiquant reste un trafiquant.
En légalisant la drogue, en réalité, vous créez des autoroutes de la drogue et d'autres produits illégaux. Aujourd'hui, ce qui rapporte le plus aux trafiquants, c'est pas le cannabis, c'est pas la cocaïne ou l'héroïne. Ce qui leur rapporte le plus aujourd'hui, c'est le trafic de cigarettes. Et pourtant, les cigarettes, elles sont en vente libre partout dans toutes les communes. Pourquoi ça leur rapporte énormément? Parce que ça va très vite pour monter un atelier de cigarettes, hein. Il y a la contrebande et enfin, il y a les cigarettes qui sont achetées dans d'autres pays qui sont revendues. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est mineur. Le plus gros du trafic de cigarettes, en fait, c'est des ateliers, des usines clandestines dans lesquelles on fabrique sans aucun contrôle sanitaire, sans rien du tout. On fabrique des cigarettes à même le sol. Jocelyn Dessigny, il y a eu un petit problème de réseau. Vous nous parliez donc de ces cigarettes qui étaient très simples à fabriquer dans les ateliers. Oui, tout à fait. Les cigarettes sont très simples à fabriquer, c'est très rentable. Et donc, les trafiquants, aujourd'hui, quand ils sont. C'est pour ça que je dis qu'il fallait être beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils vont se faire arrêter. Ça ne les empêche pas d'agir parce qu'ils savent que de toute manière, ça amasse tellement d'argent que finalement, c'est pas grave, ils se font arrêter et de toute manière, ils vont faire un séjour de quelques mois en prison quand c'est pas simplement un bracelet qui va leur être administré. Et quand ils vont ressortir, l'argent sera toujours là et ils pourront recommencer. Donc c'est pour ça qu'il y a une réponse qui doit être sur tous les plans si on veut pouvoir agir efficacement pour la drogue. Il faut du répressif, il faut du législatif, il faut du judiciaire et il faut du financier. Parce que je reste persuadé que la meilleure manière de lutter contre la drogue, c'est de couper les vivres. Mais il faut aussi, on est dans du commerce, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas d'offre, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur le curatif et le préventif. Oui. Alors en parlant de ce curatif, justement, les personnes qui expliquent qu'il faudrait encadrer cette consommation de la drogue proposent parfois même d'ouvrir des centres, des points précis où justement ces toxicomanes pourraient se rendre pour pouvoir consommer. Jocelyn Dessigny est à nouveau parmi nous, je crois. Oui, je suis là. Superbe. Alors je disais oui, donc on a ces partisans de la légalisation des points de consommation de drogue, des points où justement donc les personnes toxicomanes pourraient se rendre justement pour consommer des drogues, donc déjà encadrées par des professionnels pour éviter les risques d'overdose, etc. et être accompagnés petit à petit vers la sortie, vers une cure, vers ce qui pourrait s'apparenter à une thérapie. La démocratisation des salles de shoot et son expansion sur l'ensemble du territoire. On voit les dégâts que ça cause dans les endroits où il y en a qui ont été implantés, parce qu'en réalité, un drogué, il s'arrête pas de prendre de la drogue du jour au lendemain. Il faut effectivement un accompagnement, mais pour ça, il faut sortir la personne de la drogue. Et c'est pas en les mettant tous dans une même pièce où ils peuvent tous se shooter qu'on va résoudre le problème de la drogue. Non, il faut qu'il y ait une prise en charge par un addictologue, mais pour ça, il faut développer et augmenter le nombre d'addictologues en France. Et il faut que ça soit reconnu, parce qu'aujourd'hui, un addictologue, une séance, il va gagner 20 euros. C'est pas avec une séance à 20 euros, avec une personne en face de lui. Pardon. Un drogué n'a pas le même comportement que la mère de famille qui a une toux et qui va aller voir son médecin. Donc, il faut aussi encadrer, protéger ces médecins et il faut leur donner les moyens financiers au niveau de la reconnaissance aussi de leur activité et développer le nombre d'addictologues sur le territoire afin de soigner ces personnes pour qu'ils ne retournent pas à la drogue après. Ouais. Et on ne parle pas suffisamment des victimes collatérales de ce trafic de drogue, justement. On avait cette salle de shoot qui avait été ouverte, une sorte de salle test au cœur de Paris, à côté d'une école. Et justement, les parents expliquaient être assez effrayés à l'idée que leurs enfants puissent sortir de l'école, par exemple, et rencontrer un toxicomane qui sortirait à ce moment-là de cette salle de shoot. Donc. Bah, effectivement, quand vous avez des gens qui sortent, qui marchent à l'équerre parce qu'ils sont complètement drogués, une personne droguée n'a pas un comportement normal. Donc, il peut être imprévisible. Une personne en manque qui arriverait dans cette salle et qui serait en manque et à qui on ne pourrait pas administrer immédiatement sa dose de drogue ou son substitut, peut être potentiellement
agressif, peut être potentiellement dangereux et s'en prendre, effectivement, il peut s'en prendre à n'importe qui. Partout où il y a des trafics de drogue, on a des recrudescences de cambriolage, de vol à l'arraché, parce qu'ils ont besoin d'argent pour s'acheter cette drogue. Ouais. Donc tous les moyens sont bons. La prostitution, le vol, le cambriolage, les agressions physiques, tout est bon pour récupérer de l'argent. On voit même aux États-Unis, et ça arrivera malheureusement, probablement si on n'agit pas, on voit aux États-Unis des gens qui vendent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils trouvent, jusqu'aux croquettes pour chiens, pour s'acheter une dose de drogue. Mm. Et si On, on ne veut pas en arriver là, il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps et si on ne veut pas devenir un narco-État. ouais. On parle beaucoup de ces quartiers qui sont soumis justement aux dealers de drogue. On parle un peu moins de ces quartiers qui ont complètement sombré plutôt dans la consommation. Je pense par exemple à la colline du crack à Paris. Comment est-ce que vous pouvez justement traiter ce problème-là demain s'il faut s'attaquer à la colline du crack justement pour aller aider ces centaines et ces centaines de personnes qui s'y trouvent? Est-ce qu'on a les moyens? Comment fait-on? Est-ce qu'on arrive là-bas avec des médecins? Ça paraît assez difficile. Ça paraît difficile parce que quand vous tombez dans la drogue, on ne résout pas le problème du jour au lendemain. Il faut effectivement un accompagnement sur du long terme et il faut une prise en charge. Donc déjà, il faut effectivement sortir les consommateurs de ce point-là. Il faut sortir les trafiquants aussi du point de drogue. Et ça, j'entends des fois les forces de l'ordre ou les préfets qui disent on va faire une grosse opération, on va couper les têtes et on va assécher le trafic. Non, quand on coupe les têtes, on n'assèche rien du tout parce que vous coupez la tête d'un réseau de deal, immédiatement, il est remplacé par les personnes qui sont en dessous. Donc, il faut prendre le problème vraiment dans sa globalité. Et pour ce genre de cas précis, il faut effectivement un dispositif. Il faut voir, travailler avec les médecins, travailler avec les forces de l'ordre. Je n'ai pas toutes les réponses à apporter sur ce genre de choses. Je ne suis pas médecin, mais effectivement, il faut apporter une réponse plus globale. Et déjà, il faut sortir les gens de ces points de deal, quitte à les mettre peut-être dans des centres de désintoxication et traiter les problèmes, mais il faut traiter les cas un à un. Donc, Mm. c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais de guerre tout à l'heure contre la drogue, parce que pour sortir quelqu'un de la drogue, ça peut prendre des années, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Et c'est un combat constant, quoi. Oui, un véritable combat. Il nous reste quelques La minutes, meilleure Jocelyn solution, Dessiny. c'est de ne pas tomber Allez-y, dedans. pardon. La meilleure solution, c'est de ne pas tomber dans la drogue. Et pour Ouais. ça, effectivement, il faut développer la prévention. Alors justement, donc il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous allez mener vos travaux? Quelles sont les échéances? On a compris que c'était l'un des axes clés justement de votre mandat. Comment est-ce que vous allez organiser ça? On a monté un groupe de travail avec mes collègues du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, un groupe de travail parlementaire pour justement travailler sur ces 5 axes principaux. Donc, ça passe par des auditions de criminologues, de maires ruraux, d'addictologues, de professeurs, de préfets, etc., d'un certain nombre enfin, des intervenants sur tous ces points précis, de manière à mettre en place un dispositif, un dispositif clé en main pour 2027, pour que lorsque Marine Le Pen arrivera au pouvoir, elle puisse développer le programme et avoir tous les dispositifs nécessaires Hmm. pour solutionner le problème. Vous avez des opposants pour le moment ou est-ce que justement ce projet, ce groupe de travail est accueilli plutôt favorablement à l'Assemblée? Alors, c'est un groupe de travail vraiment interne au Rassemblement national, donc il n'y a aucune opposition, tout le monde est sur le même point de vue. Ouais. Il y a au sein de l'Assemblée nationale certains députés qui ont créé un groupe d'études pour mettre en place un dispositif de Ouais, c'est légalisation ça. du cannabis. Je pense que là, vraiment, ils prennent vraiment le problème à l'envers. Jamais on résoudra le problème en légalisant le cannabis ou en légalisant la drogue. Hmm. On imagine que vous aurez l'occasion de débattre avec eux. On vous souhaite beaucoup de Au plaisir. courage et puis beaucoup de courage aussi pour mener ce dossier, ce groupe de travail. On se réjouit que vous vous attaquiez à ce problème et puis on espère justement qu'effectivement en 2027 vous aurez ce fameux plan d'attaque clé en main pour pouvoir faire la guerre, puisque c'est le terme qu'il faut employer, faire la guerre justement à ces narcotrafiquants et puis plus généralement à tous ces problèmes qui y sont liés. Merci beaucoup Jocelyn Dessiny d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député de la 5e circonscription de l'Aisne et puis on vous retrouvera très probablement bientôt à notre antenne.